Salut, c'est Vincent, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau unboxing et je vais avoir le grand plaisir de découvrir en votre compagnie le matériel, le contenu de cette très belle boîte de jeux, l'Ordre de Veyel, le chapitre 1, la fureur du roi. Alors, il s'agit d'un jeu d'aventure dans un mode Heroic Fantasy de deux auteurs, deux frères, Alexandre et David Rousseau, qui ont développé tous les deux le jeu, qui ont également leur propre maison pour éditer le jeu, Paria Édition, et qui m'ont fait le plaisir, l'honneur de m'envoyer donc un exemplaire. Je les remercie chaleureusement. L'Ordre de Veyel, j'en avais déjà entendu parler, c'est un jeu qui m'attirait et je suis très heureux là de le retrouver aujourd'hui sur ma table, de pouvoir vous le présenter. Aujourd'hui, on découvre le matériel, je vous parle un petit peu des concepts du jeu parce que je suis déjà pas mal renseigné, j'ai vu quelques vidéos notamment de parties. Et puis, à la rentrée, au mois de septembre, eh bien, on vous présentera une partie certainement en mode standard entre guillemets, puisque le jeu propose deux modes, un mode avec un maître du donjon qui va représenter le boss et les ennemis et qui va affronter de 1 à 6 joueurs. Donc on fera ça peut-être avec nos partenaires de jeu William et Lisa à la rentrée, et puis avec Lou bien entendu. Et puis je pourrais vous présenter une partie en solo aussi, puisque en fait c'est un jeu coopératif, et donc on peut tout à fait jouer en solo, il n'y a pas de problème, en prenant plusieurs héros. Voilà, donc déjà, en termes de matériel, on est devant une très belle boîte de jeu, façon vieux grimoire, moyenâgeux, vous voyez, hein, sur la tranche. Et on a une boîte très lourde. Voilà. Donc pour ceux qui aiment les boîtes de jeux lourdes et gavées de matériel, je pense que ceux-là seront servis. Ouais, la boîte est lourde. Je me disais que j'allais peut-être l'emmener en vacances, mais en fait là ça va pas être facile. Dans le sac à dos, ça va peser. Alors, j'ai retourné la boîte volontairement. Déjà, non, quand même sur la tranche, on voit qu'il est indiqué donc 1 à 7 joueurs. Des parties de 90 minutes environ. Hein, lorsqu'on joue à l'Ordre de Veyel, j'ai le sentiment qu'on s'embarque pour une aventure au long cours, on va dire. Hein. On va explorer un donjon et puis revenir dans notre campement, dans la zone de repos, à se looter, hein, récupérer des équipements, améliorer notre expérience, nos capacités, et donc repartir à l'assaut du donjon jusqu'à affronter un boss finalement. À partir de 15 ans, alors là, moi je suppose qu'il est indiqué 15 ans parce que les illustrations du jeu, puisqu'on est dans un univers de fantasy avec des squelettes, des morts-vivants, eh bien peut-être impressionner certains joueurs parmi les plus jeunes, mais je crois aussi que le jeu est très simple à prendre en main, et donc je suppose qu'on peut y jouer avec des enfants à partir de 10 ans sans difficulté, s'ils ne sont pas réticents à ce type d'univers, quoi. Hein. Voilà. Alors, au dos de la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on nous dit que donc l'Ordre de Veyel est un jeu de coopération se déroulant dans un univers fantasy sombre et complexe. Une équipe d'aventuriers affronte un maître du donjon impitoyable ainsi que ses hordes de monstres corrompus. Vous devrez donner votre maximum afin de venir à bout des tourments de la crypte. Alors, les concepteurs du jeu, David et Alexandre Rousseau, dont j'ai déjà parlé. On a Mako Colline Chauss qui s'occupe du design graphique. Et on a de superbes illustrations, alors on va les découvrir ensemble, hein. Moi je ne les ai vues qu'en vidéo jusqu'à présent, des illustrations de Shredder Dima. Voilà. Alors, entraide, réflexion et décision seront les maîtres mots de votre excursion. Affronter un joueur ou jouer entre amis contre le jeu. Voilà, donc les fameux deux modes de jeu en fait. Hein. Coopérer afin de défaire la corruption s'emparant d'Ednel, le royaume en question. Équipez-vous, gagnez en puissance et maîtrisez vos pouvoirs, devenez le digne héros de l'ordre. Il m'a semblé remarquer que certainement les grandes qualités du jeu se trouvent non seulement dans son univers visuel,
ainsi que justement dans sa sensation jeu de rôle, c'est-à-dire que on va monter en expérience et donc pouvoir choisir entre de nombreux équipements, des armes, des boucliers, des runes, des armures pour équiper nos personnages. Et je pense qu'il va y avoir un sentiment de montée en puissance comme ça tout au long de la partie qui certainement peut être jouissif. Donc une partie des éléments du jeu là qu'on aperçoit. Et puis donc le contenu. Alors, je vais pas en faire le détail là parce qu'on va découvrir sans plus attendre. Et voilà. Donc, j'enlève le plastique. Alors, je vous présenterai quelques éléments additionnels que les auteurs ont eu la gentillesse de m'envoyer en plus de la boîte du jeu par la suite. Alors, vous pouvez vous procurer vous-même le jeu évidemment sur le site de Paria, paria-édition.fr. Vous y trouverez le chapitre 1, mais également en précommande le chapitre 2, qui a priori devrait pas tarder à arriver. Et qui va apporter principalement, j'ai l'impression, des scénarios, puisque celui-ci est pas véritablement scénarisé. Le chapitre 2 va apporter de la scénarisation, voilà, dans une sorte de campagne. Et puis, vous pourrez également récupérer les éléments additionnels comme des dés en métal, des protège-cartes, des figurines additionnelles et un artbook notamment que j'ai eu la chance de recevoir, que voici, et que je vous présenterai un petit peu plus en détail à la fin du unboxing, parce qu'on y découvre les héros et les ennemis du jeu. Voilà, vous voyez déjà ça donne un avant-goût. Voilà, de l'univers et de la qualité visuelle. Les illustrations sont superbes. Voilà. Ok, on revoit ça un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail. Alors, allez, j'ouvre la boîte. Ça fait un moment que j'attends cet instant. Le couvercle de côté et d'abord les règles du jeu. Alors, on a sur la tranche, tiens, je vois, c'est sympa, bonne aventure. Et on peut partager nos expériences sur Facebook et le hashtag Team Ordre de Veyel. Alors, les règles du jeu. Alors, le contenu de la boîte. Un plateau, des fiches de boss, des fiches de héros, 13 héros quand même, et 4 boss. 31 cartes de monstres et énormément, vous voyez, d'équipements. 231 cartes, 86 armes, 31 armures et boucliers, et 30 runes, phylactères et mandolines. Voilà, et on a également des monstres puissants. Voilà. Alors, bah, vous voyez, on est face quand même à un beau livret de règles. Voilà, les prémices, donc l'univers, le but du jeu. Ensuite, on a ici la mise en place de 15 à 99 ans. Pas de problème, vous pouvez jouer avec vos grands-parents. La fiche de personnage, comment ça est-ce que ça fonctionne. La zone de repos, comment est-ce qu'on gagne des niveaux. On peut atteindre jusqu'au niveau 5 avec chacun de ces personnages. Donc je pense par exemple que quand on joue en solo, il est bon de prendre 3 ou 4 héros. Quand on joue à 2 joueurs, comme on le fera principalement, je pense avec Lou, on prendra 2 héros chacun. Et puis j'espère pouvoir incarner le maître du donjon en septembre face à William, Lou et Lisa, qui prendront peut-être un héros chacun du coup. Les objets consommables, les équipements, présentation des armes. Alors c'est simple, arme à une main, arme à deux mains, les armes de portée courte, au corps à corps, les armes à distance, et puis après les armes utilisent principalement différentes caractéristiques comme la force, la foi, l'intelligence, la dextérité, etc. Alors le déroulement de la partie, vous voyez en fait les règles du jeu, elles sont là, c'est ça. En quelque sorte. C'est pour ça que je vous dis que c'est très simple. Et puis évidemment, après, il y a quelques détails, quelques éléments voilà, à connaître. Mais principalement, on avance dans une prochaine salle, on retourne la carte, on résout la carte. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un coffre à ouvrir? Voilà. Et puis, on avance comme ça progressivement. On peut à tout moment décider d'aller affronter le boss final. Mais évidemment, pour avoir une chance de l'emporter, non, il faut d'abord faire plusieurs tours dans le donjon pour se looter justement, récupérer des équipements et monter en expérience. La fin de partie, il y a des cartes d'événements qui vont venir être jouées en fait par le maître du donjon ou qui vont être piochées aléatoirement quand on joue en mode coopératif sans maître du donjon. Voilà, la corruption. Alors ça, la corruption, je sais pas bien ce que c'est.
et j'ai pas fait vraiment attention. Les combats, comment se résolvent les combats? Principalement à coup de lancer de dés. Il y a dans le jeu des dés de 6, mais les combats c'est surtout des dés de 20 qui sont utilisés. Et on est dans un mode un petit peu effectivement assez typique du jeu de rôle. Et ça va être des lancers de dés. Donc évidemment, il va falloir avoir un peu de chance, mais il y a de nombreux lancers, donc un coup vous n'avez pas de chance, vous faites un 2, un 3, un coup vous allez faire un 17 ou un 18, voire un 20 quoi. Hein. Voilà, les combats. Alors, tour des joueurs. Alors, on peut faire des lancers critiques hein, ou des attaques critiques, défense critique. Le tour du maître. Voilà. La fin du combat. L'équilibrage hein, en termes de difficulté. Et comment jouer donc sans maître du donjon. C'est possible, hein, si on joue notamment, je pense, à deux joueurs. Bon, enfin, on essaiera peut-être. Hein. Je pense qu'on peut tout à fait jouer à deux avec un maître du donjon et un joueur qui va incarner 3 ou 4 héros par exemple. Hein. Je pense qu'on essaiera ce mode-là également avec Lou, hein, en étant tous les deux. Jouer seul, bah voilà. Donc prenez simplement deux personnages, on nous dit. Ouais, moi je pense qu'il est pas mal de prendre 3 ou 4 parce que en l'occurrence, en début de partie, on va former notre équipe, c'est-à-dire on va envoyer un guerrier qui fait des dégâts, hein, un combattant. On va envoyer un soigneur hein, qui va pouvoir soigner ses partenaires. On va envoyer un tanker qui va pouvoir absorber les dégâts. Voilà, je pense qu'il faut être minimum 3 héros et bien répartir leurs différentes fonctions, quoi. Hein, pour avoir une chance de l'emporter parce que j'ai le sentiment que le jeu est pas simple et que le boss final peut être coriace. Hein. Voilà. Voilà. Donc, bon, on a fait un tour sur les règles. Il y a pas mal de jetons également dans le jeu. Et une aide de jeu tout de même. Alors, je pense que moi, je vais me faire mon aide de mon côté, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ensuite, le plateau, alors que j'avais hâte de découvrir. Il me semble très grand et magnifique. Donc, on va voir. On va voir tout de suite. Je vais le disposer sur la table. Alors, je ne pense pas qu'il soit recto verso. Non. Ok. Et le plateau. Ah oui, voilà, c'est ça. Il est tout en longueur. Alors, je vais essayer de le mettre, on va dire, dans le bon sens. En fait, on va jouer plus ou moins comme ça. Voilà. Et le maître du donjon va se placer au bout du plateau, de ce côté. Et puis les joueurs, si on a 3 joueurs par exemple autour de la table, en plus du maître du donjon, il y en a un ici, un au bout de la table là et un autre là. Voilà. Donc en fait ici, notre zone de repos, hein, le campement, où on va venir monter en expérience et puis s'équiper entre 2 explorations de donjons. Les pioches pour le forgeron, qui va nous accorder beaucoup d'équipements. La pioche de l'alchimiste, qui va nous accorder, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, principalement les fameuses runes, je crois, je suis pas sûr. Hein. Ensuite, ici, bah, les ailes du donjon, on a l'aile est, l'aile centrale et l'aile ouest. Et on va progresser comme ça au fur et à mesure, voilà, jusqu'au boss final. Voilà, donc je vous laisse un petit peu profiter, caméra donc à l'arrêt, ici, des illustrations. Le plateau, il est superbe hein, quand même. Donc on va y poser des cartes. Début de partie, on commence avec simplement 6 cartes posées. Puis une phase suivante, 3 cartes de plus. Puis encore 3 de plus. Encore 3 de plus. Et après, à la fin, on est obligé d'aller affronter le boss de toute manière, à un moment donné ou à un autre. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est un très très beau plateau. Assez atypique dans son format parce que vraiment tout en longueur. Hein, assez étroit. Voilà. À chaque progression, on va gagner plus 1 d'endurance hein, sur nos personnages. Voilà. Voilà. Donc le plateau. Alors, je vais le laisser là, bien sûr, sous les yeux. Hein. Très bien. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la boîte? Alors, je pense qu'après, on va retrouver les fiches de héros et il y en a un paquet. Alors, elles sont bien faites. Elles sont bien faites, les fiches de héros, parce que, vous voyez, hop, en fait, elles sont... comment on appelle ça? Il y a des encoches, hein, elles sont percées. On peut ajouter ici des éléments, des petits jetons en carton, notamment par exemple voilà les caractéristiques d'un personnage. Sa vitalité, bah, en fait ce sont ses points de santé
qu'on va noter ici avec un petit cube, et puis son endurance, l'endurance que le personnage va pouvoir dépenser, notamment pour activer ses capacités uniques. Et puis après, force, dextérité, intelligence, foi. Sa défense et sa réduction de dégâts. Donc, en fonction des équipements que l'on va acquérir pendant la partie, eh bien, on va pouvoir mettre ici des jetons, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Hein, on va pouvoir augmenter notre intelligence, notre endurance, toutes nos capacités. Ici, grâce aux montées de niveau, et ici, grâce aux runes que l'on récupère. Hein. Et là, grâce aux armures et boucliers pour ce qui concerne la défense. Alors, par exemple ici le magicien, donc avec sa vitalité et son endurance, ses capacités uniques, ses équipements en début de partie, et ici par exemple donc la dague, une arme, et une armure en tissu. Voilà. Voilà pour le magicien, avec une très belle donc illustration. Et ici, la partie centrale, on va pouvoir mettre un jeton pour indiquer son niveau. De niveau 1 en début de partie jusqu'à niveau 5. Voilà, au maximum. Alors, on a les emplacements sur le côté de la fiche joueur, hein, qui sont grandes. Hein, c'est du format A4, hein, si je dis pas de bêtises là encore. Voilà, à peu près. Hein. Donc, on peut porter une armure. On peut porter soit 2 armes à une main, soit une arme à 2 mains. Et puis si on a une arme à une main, on peut porter un bouclier à la place d'une deuxième arme éventuellement. On peut porter une rune, et puis au maximum 2 objets à la fois. Voilà. Voilà. Donc je vous montre le dos d'un plateau joueur. Et il y en a 13 comme ça. Donc le guérisseur. Voilà. Ah donc là on a des jetons intercalés, on verra ça plus tard. J'ai envie de découvrir pour l'instant les personnages. Là, c'est des boss. C'est des boss de fin, on les voit après, plus en détail, ensemble. Les jetons. Alors, les persos. Ouais. Oh, le matériel. Alors, briseur de horde. Hein, donc on avait vu le guérisseur. Excusez-moi, je suis peut-être passé un peu vite. Je vous laisse profiter des illustrations quand même. Hein. Le briseur de horde. Alors, les mêmes caractéristiques, hein, mais des capacités différentes. Par exemple ici, extirper et charge dévastatrice, qui s'active lorsqu'on atteint un certain niveau. Celle-ci s'active quand on atteint le niveau 3, à partir du niveau 3. Celle-ci s'active à partir du niveau 5. D'où l'intérêt également de monter en niveau. Alors là encore, un boss de fin, donc je les mets de côté, on les voit après. La chamane, hein, donc des personnages féminins, bien entendu, hein, toujours un plaisir de retrouver des personnages féminins. Personnellement, j'aime ça, incarner des personnages féminins. Hein. Je trouve que ça change parce que bon, l'univers du jeu de société est assez masculin, je trouve, quand même, encore un peu. Voilà, la chamane, donc. Ensuite, on a l'érudit. Voilà. Là, on a le pyromancien, bien stylé. On a l'assassin. C'est une femme, d'ailleurs. Hein. On a le chevalier. Peut-être une femme, là aussi. Allez savoir. On a la bardesse. On a le brigand. Alors, vous voyez, donc chacun va avoir un peu sa fonction. Il y en a qui fonctionnent plus sur la dextérité, par exemple comme le brigand, qui est pas mal aussi en force. Et puis, vous avez, je ne sais pas, je vais prendre un autre exemple. Voilà, par exemple, le pyromancien, qui lui va plus jouer sur l'intelligence et la foi. Voilà. Et puis, le pyromancien, il est force de frappe. Donc, il va plutôt taper, faire des dégâts. Par contre, le brigand, il est plutôt support défenseur. Il va plutôt être capable éventuellement d'encaisser des dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction qu'on n'aurait pas vu là? Voilà, le soigneur, par exemple, comme la chamane. Voilà. Qui, elle, en capacité, va plutôt, principalement, je pense, soigner ses partenaires. Donc, je pense qu'il faut équilibrer son équipe en début de partie. Donc le pyromancien, le seller, que voici, qui va être plutôt un support, hein, voilà, qui lui va fonctionner sur la foi, hein, à fond les ballons, hein, sur la foi. Voilà. Vous voyez qu'en termes de vitalité et d'endurance, ils n'ont pas tous non plus les mêmes capacités. Hein. Bon là, c'est proche, mais il y en a un qui a un point de vitalité en moins, en tout cas en début de partie. L'aventurier donc.
Le barbare. Ouais, donc on est dans un vrai jeu d'aventure. Avec le barbare, donc une attaque sautée ou une capacité de rage. Ok, voilà. Alors, avant de passer tiens, à la suite et aux cartes, voyons tout de suite les boss. Il y en a 4, avec chacun leur capacité unique aussi, hein, leur façon de fonctionner. On a Talman, apprenti de l'ordre, 60 points de vie. Ça s'équilibre ça en fonction du nombre de joueurs. 60 points de vie, c'est à 4. Si on est 3, je pense qu'il a 20 points de vie de moins, par exemple. Deux capacités, commandant de l'armée des morts et lien de vie. J'approche un petit peu le plateau pour que vous voyez bien l'illustration. Les couleurs sont superbes, magnifiques. Et là, c'est pareil, c'est sur du format A4. Pareil, il y a des encoches pour pouvoir y placer des petits cubes pour noter donc là sa vitalité. Voilà. Des capacités d'attaque, de dégâts et de défense également, et de réduction de dégâts. Ensuite, on a ici la grande prêtresse. Alors peut-être je pense que Talman, c'est certainement le boss le plus simple, j'ai l'impression, avec ses 60 points de vie. Mais on a la grande prêtresse avec 80 points de vie. Et regardez encore l'illustration, quoi. Voilà. On a l'âme du chasseur calciné, 100 points de vie. Là, ça rigole plus du tout, hein. Voilà. Magnifique illustration aussi. Alors, je ne connais pas Shredder Dima, donc cet illustrateur a un site internet hein, que vous pouvez consulter. De toute manière, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page de Paria, hein, sur le site paria-édition.fr, qui est très bien fait. Vous y trouvez donc en commande le chapitre 1, ce qu'on est en train de voir. Vous y trouvez en précommande le chapitre 2, mais également un jeu qui s'appelle Divine Corruption. Non, pardon, un jeu qui s'appelle Renaissance, dans l'univers de l'ordre de Veyel. Et puis, un roman, Divine Corruption, me semble-t-il. J'espère pas dire de bêtises là non plus. Voilà, donc un site qui est très bien fait, très bien présenté. Et vous avez les liens pour aller justement également sur les sites de l'illustrateur et de la designeuse graphique. Et enfin, le boss, à mon avis, le plus chaud, le roi Beltram Uraïs, 120 points de vie. Voilà. Ok. Très bien. Alors, ensuite, on va voir les jetons. Rapidement. De beaux jetons, tout de même. Alors, qu'en est-il de la qualité du carton? J'ai l'impression qu'on est sur de la bonne qualité, hein. C'est du rigide. C'est assez chouette. C'est coloré, là, les jetons. L'impression est bonne. Moins 2 de défense, par exemple. Alors, les jetons servent principalement par rapport aux capacités de nos personnages, aux armes. Certaines armes, certains boucliers, vous voyez, par exemple, apportent plus 4 de défense. Alors, on prend un jeton. Plus 4 d'attaque, voilà. Donc, on est devant des beaux jetons, là. Ouais. J'espère qu'on a l'occasion de les utiliser pas mal en partie. Alors, ceux-là également. Ouais. Alors, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà les jetons de niveau hein, qu'on va insérer ici, au centre, sur l'illustration de notre perso. Hein. Niveau 1 jusqu'à niveau 5. Voilà. Et puis là, donc les petites augmentations hein, de niveau qu'on insère ici. Ouais, c'est super bien pensé, c'est super bien fait. Je pense qu'il va y avoir du plaisir de manipulation de matériel là aussi en partie. Hein. Bien sûr. Le jeton joueur, parce que une des caractéristiques, une des originalités du jeu, c'est ça, c'est qu'il y a un seul jeton pour tous les joueurs, en fait. Hein, quel que soit le nombre de héros, on se déplace tous ensemble et on va visiter une salle avec ce jeton. Alors avec ce jeton, ou en l'occurrence, peut-être bien plutôt, une figurine de joueur. Moi j'ai reçu la chance d'avoir reçu figurine bonus, donc je sais. Voilà, je crois que cette figurine doit représenter le groupe de joueurs, il me semble. Et puis, à chaque fois, on donne un rôle de défenseur à un de nos héros, qui va en fait manger quasiment tous les dégâts, et on lui met ce jeton. Ou peut-être cette petite figurine de bouclier, là, voilà. Vous voyez, voilà. Ensuite, donc je vais remettre le jeton à sa place, et on passe à la suite du contenu. Là, ici, on a des cristaux, des gemmes. Je ne sais pas exactement comment on l'appelle dans le jeu. Je vais revoir dans la règle. En fait, ce sont des cristaux, ouais, des cristaux noirs. Les cristaux, c'est ce qu'on va collecter quand on va vaincre des ennemis.
et on va les dépenser pour aller récupérer, acheter des équipements chez le forgeron. Voilà. Donc petits cristaux assez standards là. Voilà, j'ai l'habitude en tout cas de voir ce type de cristaux en plastique. Voilà, mais toujours sympa à manipuler. Pas mal de dés 6 faces. Voilà, enfin, il y a 6 en l'occurrence. Et pas mal de dés 20 faces. En l'occurrence 7 peut-être. Ouais, non 8. 8 dés à 20 faces. Ouais, comme ça chacun a le sien. Des pochettes plastiques pour ranger les jetons. Un petit sachet en toile de jute, tiens. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Certainement les cristaux, je pense. Je suppose que c'est pour y ranger les cristaux. Très classe. Bonne qualité. Comment dire? Avec une impression du logo du jeu. Ordre de VIL. Le E, le I, le E. Ouais, ok. Ensuite, des cubes plastiques, standard. Mais là, pour noter donc les vitalités et endurance de nos personnages. Et puis, vitalité des boss. Ah, des petits standees. Des petits standees pour les cartes. C'est bien ça, c'est bien pensé. Alors là, celui-là, je vais l'ouvrir. Parce que ça permet de mettre les cartes à la verticale. Appréciable. Donc, je vais en ouvrir un et on fera un test avec une carte, évidemment. Voilà. Donc, il y en a pas mal, vous avez vu. Alors, on va peut-être découvrir d'abord, tiens, les cartes d'ennemis. Vous voyez, j'étais un petit peu au courant quand même de ce qu'on allait y trouver. Alors, les ennemis. Alors, en fait, les cartes sont recto-verso, puisqu'il y a une face, en fait, on va dire vierge, à part l'illustration, le nom, un ennemi à distance, et de l'autre côté, on a ses caractéristiques d'attaque, de défense, ses points de vie et ses points, sa réduction enfin son bouclier en fait, voilà, sa réduction de dégâts. Si on fait 5 dégâts à la nuée de rat, il en encaisse 1 avec son bouclier et finalement ça ne lui en fait que 4. Voilà. Voilà, les araignées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir de l'autre côté comme ça. Les zombies. Voilà. Ok. Alors, ouais, donc l'âme errante, pour commencer. Le guerrier zombie. Le zombie. La statue animée. Ouais, je vais rapprocher un peu. Le chien corrompu. La goule. Sale goule d'ailleurs. L'archer squelette. Superbe. Ouais. Il est mort, mais il est expressif quand même. L'assassin squelette. Magnifique. Ouais, moi j'aime bien, vous savez, ces univers là, d'Heroic Fantasy. Ouais, c'est fascinant, c'est fascinant évidemment, l'univers fantastique. Mais Lou aime bien aussi, Bon, il a de qui tenir. Le chien corrompu. La goule encore. Alors, est-ce que c'est la même goule? Alors, c'est la même illustration. Est-ce que c'est la même... Ouais, c'est les mêmes caractéristiques, d'accord. Donc peut-être chaque ennemi vient en double. J'ai pas fait très attention. L'archer squelette, on l'a déjà vu. L'assassin squelette également. Le lancier squelette. Voilà. Les araignées, donc. Et la nuée de rats. Ok. Qui vont venir nous courir dans les pattes, là. Pour nous saouler. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est quoi? Ah, le roi Uraïs et l'âme du chasseur calciné. Ce sont des boss. Ce sont des boss qui bénéficient de leur carte. Bah, c'est marqué dessus. J'ai qu'à regarder. Voilà. Les boss. Ensuite, alors, on n'en a pas fini. Parce que je sais qu'on a des guerriers puissants aussi. Alors là, on a encore Talman, l'apprenti de l'ordre. Bon, bah ça, c'est un boss également. Donc, je vais mettre de côté. La grande prêtresse. Avec une tête un petit peu à la Cthulhu, vite fait. En tout cas, les tentacules, ils font penser. Voilà. La grande prêtresse, c'est un quatrième boss. Le chevalier noir, je pense que là, on est devant un monstre puissant. Alors, rempart, ouais. Qu'est-ce qui différencie finalement les monstres puissants? Je veux pas savoir trop quoi dire. Ouais, je sais pas trop. Bah, oui, si, 20 points de vie. Voilà, ah oui, là, déjà, oui, ça différencie par rapport à la Mérante, par exemple. 4 points de vie. Donc, le chevalier noir, l'araignée géante. Encore un boss puissant, un monstre puissant. Le dernier géant, 25 points de vie. Ouais. La liche. Le dévoreur d'âmes. Ouais, ça rigole pas, là. Voilà, donc eux, c'est les monstres puissants, je vais mettre de côté.
Lancier squelette, on a vu. Araignée, nuée de rat, amérante, guerrier zombie. Ah, on n'avait pas vu celui-là, je crois. Et le zombie de base. Voilà. Ok. Bon, bah très bien. Ensuite, bon, alors là, ouais. On a quelques cartes encore à découvrir. Et voilà. Je vais pas tout montrer parce que sinon on en a pour une demi-heure de plus. Donc je trouve que le unboxing va être déjà suffisamment long. Mais je voulais faire un unboxing un peu exhaustif, quoi. Tout vous montrer, vraiment profiter avec vous. Je voulais pas faire ça trop vite. Je veux profiter, découvrir le matériel tranquillement. Vous savez, hein, quand on ouvre une boîte de jeu, je trouve que ça fait partie du jeu déjà. Hein, on est déjà, voilà, ça fait partie. Parce qu'on découvre le matériel. Et en découvrant le matériel, souvent déjà, on se plonge dans l'univers. Et comment dire, on peut déjà assimiler certains concepts en fait. Se dire, ah oui, d'accord, ok, je comprends, ça va servir à ça. Cette carte-là, d'accord, ok, je vois son utilité déjà. Alors là, on a des salles par exemple. Par exemple, un coffre unique, tiens, au hasard. On a ici une autre salle, un tombeau du roi. Vous voyez. Je sais que chaque boss va venir avec sa carte particulière, sa salle particulière. Ensuite, on a ici, je vois, des cartes d'événements. Phylactère, des cartes alchimiques. Ouh, tout est mélangé là. Alors là, va y avoir va y avoir à trier. Ok. Bon, enfin, donc comme ça, vous avez vu un peu les d'autres cartes. Les salles, les événements. Ok. Va falloir que je trie tout ça. Et voici un petit peu, donc, côté recto. Hein. Voilà. Alors, la brisure, la dalle de pique, ça c'est des salles en fait. L'attaque mentale, alors ça c'est quoi, une rune, non? Un événement, d'accord. Salle de repos, royaume des morts, sceau de l'ultime chance. Alors, voilà. Je vais les passer quand même assez vite parce que on n'a pas le temps de tout voir là. Hein. On en reverra plus en détail en partie évidemment. Phylactère de soins, alors les phylactères, c'est une option hein, dans le jeu. On en choisit lors de la mise en place. Hein, on mélange le paquet de phylactères, on en tire quelques-unes, je crois, puis on en choisit 2 pour les joueurs. Mais c'est pas une obligation. Hein. Voilà, ça donne une capacité de début de partie, quoi. Hein. Ok, ça c'est vu, réanimation. Ouais, on est devant des belles cartes. Bonne qualité. Et le bruit. Ouais. Voilà, ouais. Carton glacé là. Hein. Phylactère de réalité, la brisure. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le couteau empoisonné. Inflige 4 points de dégâts à chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. Ouais. L'éboulement, ça c'est un événement. Ouais. On se prend les rochers sur la tête. Ok. Contrôle de la corruption. Embuscade, ça c'est encore un événement. Salve de flèches, ça c'est un événement ça. Ouais. Ok, là on a principalement des événements quand même là, hein, dans ce paquet-là. Salle piégée. Le mutisme. Vous voyez, à mon avis, la rejouabilité, la variabilité des parties, il y a de quoi faire. Sur le nombre de cartes, c'est abusé. Monstre puissant. Voilà. Ça, c'est une salle. Ouais, c'est une salle. On arrive là-dessus, paf, allez hop, on se tape un monstre puissant, direct. Alors, je peux vous dire qu'il vaut mieux être un peu équipé déjà. Attaque de la horde, objet perdu, erreur stratégique. Ok. Tout ça, c'est vu. Enfin, c'est vu. Un peu vite, là, je vous l'accorde. Ai-je vraiment besoin d'un couteau là? Je pense pas. Voilà, donc. Ouais, en plus, ce que je veux faire à la fin, c'est vous montrer les inserts que j'ai eu la chance de recevoir également. Et je ferai petite partie bonus à la fin de la vidéo pour vous montrer comment les inserts s'insèrent dans la boîte. Alors là, on a quoi? Forgeron. Ouais, c'est que du forgeron là. D'accord. Ok, donc là c'est les armes, c'est les équipements, les armures, les boucliers, etc. Alors, en termes voilà, comment dire aussi là, de nombre d'armes différents, c'est hallucinant. Arc court, le labris, les stocks, le talisman d'ivoire, bâton de mage, éventail arcanique. C'est pour vous donner une idée hein, de la diversité en fait hein, des équipements. Le gourdin. Alors à chaque fois, avec les caractéristiques arme à une main, combat rapproché, utilise la force. Justement, la force, la dextérité. Alors, quand on attaque, comment ça se passe? On lance un dé de 20, on y rajoute notre comment dire? Pardon, excusez-moi. Notre niveau de force, voilà, tout simplement. Et puis on compare par rapport à la défense de l'ennemi. L'ennemi qui lui-même lance un dé également.
Hache légère, arc court, fauchon, dague sacrificielle de jade, le katana, bon, il y a tout, hein. Catalyseur du dragon, éventail arcanique, la hache légère, hein, certaines armes qu'on retrouve évidemment en plusieurs exemplaires quand même, hein. Malédiction incandescente, le sceau de l'esprit, le kukri d'orcal, voilà, catalyseur du vieux sage. Alors, il y a des niveaux d'armes aussi. Là, on voit par exemple une arme niveau doré, hein, parce que l'écusson, comment dire, la bandelette là sur le côté est jaune, hein. Là, c'est une arme niveau bronze, hein, moins forte. D'ailleurs, elle coûte 1 cristal. Celle-ci, elle en coûte 3, vous voyez, un peu plus chère, un peu plus puissante certainement. Et puis, on a des armes argentées, comme celle-ci, le Labris, qui coûte 2. Voilà, vous voyez, avec un liseré gris. Alors, l'épée longue. Ouais, je crois que voilà, je vais découvrir ça de plus près, plus en détail de mon côté. Clémor d'Uraïs. Cathare d'assassin. Ça me rappelle un petit peu, ouais, Dark Souls. Ouais, puis Diablo, hein, si on souhaite comparer à des jeux vidéo. La tome des arcanes, la masse, l'âme enflammée, attrape coquin. Ça c'est marrant. Talisman du débutant. Ouais, une arme bronze quoi, qui coûte 1, pas cher. Pour début de partie, je pense. Hein, parce qu'après, les armes plus puissantes, évidemment, il faut se les payer, hein, avec les cristaux, hein. Et les cristaux, bah, pour les récupérer, il faut taper de l'ennemi, hein. Donc voilà, c'est ce cycle-là à suivre, hein. Voilà, ok. On a eu pas mal d'équipements là. Ensuite, là, l'alchimiste. Ah ouais, alors l'alchimiste, qu'est-ce qu'il vend déjà? Qu'est-ce qu'il propose sur son étal? Ouais, j'ai pas bien suivi là, le rôle de l'alchimiste. Alors l'alchimiste par exemple, le sceau de l'ultime chance, d'accord, permet de relancer un jet qui serait normalement perdu par le porteur. Oui, donc ça, je pense que ce sont des objets à usage unique, j'imagine. Ouais, je suppose. Voilà, donc là on avait 2 cartes de l'alchimiste, mais on retrouve des cartes du forgeron, alchimiste. C'est mélangé là à nouveau. Ok. Bah, c'est pas grave, hein, je vais faire le tri. Ok, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Armure en cuir clouté, par exemple. Ouais. Rune majeure de force. Hyper intéressant. Bon, ça coûte 3, hein. Force plus 2. Bah, force plus 2, donc quand on a ça, quand on a une rune comme ça là, par exemple, on la dispose donc en bas de notre plateau joueur, ici. Et puis on se met un petit marqueur 2, ici, dans la force. Au niveau de la rune, voilà. La rune nous apporte force plus 2, on passe à 8 plus 2, 10. Voilà, tout simplement. Ok. Rune de force plus 1, là. La masse du mail. Ouh, cette carte a l'air forte, hein, x2. Alors, ouais, en fait, ça, c'est les prérequis. Par exemple, la masse du mail, elle est bien. Mais déjà, il faut la payer 3 cristaux. Et puis, il faut également avoir minimum 11 de foi et 3 de dex, dextérité. Déjà. Ça, ce sont les prérequis, en fait, pour s'équiper de cette masse. Hein. Et par contre, elle inflige 7 points de dégâts. Ce qui commence déjà à être assez colossal, quoi. Le bouclier renforcé, le bâton d'Ilus. Voilà, armure en cuir, potion majeure d'endurance. Bon, bref, rune majeure d'intelligence. La bombe alchimique. Ouais, il y a de quoi faire, là. Lou, je pense qu'il va kiffer. Ça va lui plaire, ça, parce que vous savez peut-être, on joue beaucoup aux jeux de société, hein. C'est un secret pour personne désormais, mais on joue beaucoup aux jeux vidéo aussi avec Lou. Enfin, on aime bien ça en tout cas. Et Lou, dans les jeux vidéo, il aime bien les RPG. Les jeux où on va se looter, quoi. Où on va récupérer de l'équipement, monter en niveau, en expérience. Bon, du coup, il aime ça dans les jeux de société aussi, hein. Voilà. Bon. On a vu ça, je crois qu'on a vu quand même le gros du matériel, mais voici les inserts d'un petit peu plus près. C'est du plastique, imprimante 3D, voilà, imprimante 3D, ouais, je suis super content de les avoir, vraiment, quel pied, parce que je vais pouvoir y ranger le matériel proprement, sortir ça de la boîte pour faire une partie, ça va être stylé quoi, ça va être classe, et là à nouveau on retrouve, vous voyez, le logo, hein, du jeu, hein. Alors il y a plusieurs inserts, voilà, petit insert pour les jetons quoi. Ok, top. Là pour différents petits jetons aussi, peut-être les cubes. Ensuite on a cette partie là. Ouais, là pour les gros jetons ronds. Je suis trop content d'avoir des inserts. J'en ai pas beaucoup en vérité des inserts pour mes jeux de société, mais c'est peut-être les premiers d'ailleurs. Voilà.
Donc je suis vraiment hyper content. Merci à David et Alexandre de m'avoir fait parvenir ces éléments. C'est le pied, voilà, pied total. Ok, et puis c'est pas tout, parce que j'ai eu aussi un petit sac, bonus, couleur noire, velours, voilà, magnifique. Vous voyez un peu? Superbe. Avec des petites figurines additionnelles, que je vous montre bien sûr, voilà, ici. Voilà, alors ces éléments-là, vous pouvez vous-même vous les procurer. Ils sont sur le site de Paria Édition. Voilà. Ouais, le roi. Ouais, je sais pas à qui ça correspond. Je veux pas dire de bêtises. Ultraïs peut-être, ouais. Le Raïs, bon. Voilà. L'alchimiste peut-être. Est-ce lui? Ok. Des belles figurines. Ensuite, l'artbook. Bah voilà, je veux pas manquer quand même l'artbook. Ok, donc là on y retrouve en fait, on a un beau livre papier glacé. Hein. On y retrouve tous les personnages, les héros, les ennemis et les boss. Hein. Donc ouais, c'est chouette de les avoir en grand format comme ça là. Vous voyez l'assassin, l'aventurier, le barbare. Voilà, quelle admiration j'ai moi pour les illustrateurs. Moi qui sais pas dessiner un smiley. Ouais, c'est génial. J'aimerais avoir ce talent de voilà, d'un coup de crayon. Alors attendez, non, c'est pas un coup de crayon. Hein. Je sais le temps que ça demande, hein, le travail. Mais il faut avoir le coup de crayon quand même hein, pour le faire. Hein. C'est chouette, hein, superbe. Voilà, voilà. Ok. La chamane. Bon, ouais, je passe parce qu'on les a déjà vus en fait hein, sur leur plateau joueur. Érudit, pyromancien, c'est l'heure. L'artbook, vous pouvez vous le procurer sur le site également. Hein. Quel plaisir là aussi. Hein. Lou l'a pas vu encore. Il est en vacances, il est pas avec moi là. Mais quand il va découvrir ça, il va faire waouh. La goule, le chien corrompu, la nuée de rat. Ça va. Guerrier zombie. Ok. On les a vus. L'araignée géante. Ouais, là on est chez Tolkien presque. Le dernier géant, le chevalier noir. La liche. La liche. Mince. Vous avez pas vu les tronches là, en haut de la page. Ok. Voilà, le dévoreur d'âme, Talman, la grande prêtresse. On va se les taper tous ces boss, pas de problème. Comptez sur moi. Ou alors c'est moi qui vais les jouer. Ah, attention, hein, je me vois bien aussi dans le rôle du maître du donjon. Ouais. Et puis le premier campement, ça en fait, ce sont les illustrations qu'on retrouve sur le plateau. Donc la crypte d'Ilus, ainsi que la salle du trône qu'on aperçoit là sur le plateau de jeu. Alors, Born the Oculus, je me demande si c'est pas chapitre 2 déjà. Voilà, quelques illustrations du chapitre 2. Je crois, hein. Neve, The Dark Angel. Je veux pas dire de bêtises. Ou alors est-ce que ce sont des illustrations de Renaissance, l'autre jeu proposé dans l'univers par Paria. Ou est-ce que c'est... je me demande s'il n'y a pas une illustration du roman également, Divine Corruption. Telly, voilà. Et chapitre 2 à venir. Ouais, très prochainement, je crois, là. The Wandering of the Sense. Alors, il me semble avoir lu que on ne peut pas jouer. Ça m'a étonné un petit peu, mais je crois que c'est ça. À vérifier. Hein, qu'on ne peut pas jouer au chapitre 2 si on n'a pas le chapitre 1. Voilà, à vérifier. Ok, eh bien, ça va ramener en tout cas beaucoup d'ennemis, beaucoup de nouveaux héros, des scénarios, une campagne. Top. Ouais, je crois que je vais pas pouvoir passer à côté, évidemment. Hein. Ok, long unboxing, je vous l'accorde, je cause. Bah ouais, mais ouais, j'aime. J'aime vous présenter ce matériel, j'aime le découvrir moi-même, évidemment. C'est un plaisir à chaque fois. Là, particulièrement aujourd'hui, hein. Oh là là, il y en a partout. Alors, tiens, j'ai pas fait l'essai. Petit standy, petite carte. Alors là, non, c'est pas petite carte, là, c'est aussi... c'est classe. On a, par exemple, là, ici, on a du format standard hein, pour les équipements. Mais là, vous voyez, pour les boss, les ennemis, on a, de manière à mieux profiter de l'illustration, des cartes format tarot, hein, je pense, là. Voilà. Hein. Alors, petit standy. Tac, allez hop, la carte, et ça tient debout. Sur le plateau, nickel. Voilà. Tac, la classe. Ensuite, là, on peut y mettre un petit boss. Un grand boss. Ça tient aussi. Voilà, démonstration. Hop. La preuve, sous vos yeux.
Merci à vous. C'est pas tout à fait fini encore. Je vous retrouve tout de suite après ça. Je vais mettre les inserts dans la boîte, dépuncher les éléments, ranger les cartes, et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les inserts. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve un peu comme au début de la vidéo, avec la boîte sous les yeux, l'ordre de Veil, le chapitre 1, La Fureur du Roi, édité par Paria Édition, un jeu de Alexandre et David Rousseau. Eh bien, j'ai dépunché tous les éléments, j'ai mis en ordre le matériel, les cartes, et on va découvrir ça ensemble du coup. Comment est-ce que ça donne quand c'est rangé dans la boîte et avec les inserts? Eh ben, c'est parfait, vous allez voir. Ouais, c'est top. Alors, la règle du jeu, toujours sur le dessus. Et puis, attention, et ben voilà. Voilà comme ce que ça donne. C'est génial, je kiffe totalement. Alors, les ennemis, les boss, en tout cas les cartes, ici. Les cartes de l'alchimiste, les cartes d'événement. Les supports pour les cartes, ici. Tout ça dans un insert plastique ici. Voilà, que je mets de côté. Ensuite, on a là un insert, ça rentre nickel, pile poil. Un insert avec les dés. Voilà, les dés à 6 faces. Chaque dé à 6 faces a même un emplacement. Les figurines additionnelles, les jetons, les gros jetons. Voilà, que j'ai classés, dépunchés. Alors, d'ailleurs, je précise que le carton est de très bonne qualité et tout se dépunch extrêmement bien. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de dépunchage, notamment au niveau des fiches de personnages. Tous les emplacements d'augmentation de caractéristiques, il y en a un paquet. Voilà, donc les dés à 20 faces. En dessous, j'ai mis les jetons groupe de joueurs, groupe de héros, et puis donc défenseurs. Voilà, donc parfait. Je mets ça de côté également. Alors, vous voyez, vous sortez ça, vous êtes prêt à jouer quoi en fait. Hein, vous mettez ça à côté du plateau de jeu. Ensuite là, le petit sac en toile de jute avec les cristaux à l'intérieur. Voilà, c'est le top. Les cartes forgeron, bah il y en a deux paquets parce que vous voyez, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut trouver chez le forgeron en termes d'armes, d'armure, etc., de runes. Là ici, ce sont les cartes de salle, voilà, ainsi qu'une carte spéciale pour la bardesse, voilà, qui est la seul personnage à bénéficier d'une carte particulière, on va dire. Voilà, et les cartes phylactères également. Donc ça c'est pareil, je mets de côté. Ensuite là, on a un petit élément qui permet simplement de caler déjà celui-ci. Et puis je pense qu'on peut y mettre les cristaux en partie, pourquoi pas. Si on veut pas les piocher dans le sac, après tout, voilà, on peut y mettre les cristaux. Et là, un insert extrêmement bien pensé également, là, extrêmement bien fait, super pratique pour en fait mettre tous les petits jetons. Les jetons de progression de niveau 1, 2, 3, 4. Les jetons de progression d'expérience. Voilà. Et les petits cubes. C'est parfait quoi. Ensuite, le plateau de jeu. Toujours aussi beau. Et puis, toutes les fiches de héros, de boss. Alors je vous montre, hein, oui, j'ai tout dépunché. Donc en fait, ça fait un paquet de... Ça a été très rapide. Parce qu'en fait, ça se dépunche super vite. Vous passez comme ça, tout s'enlève. Nickel. Voilà. Donc j'ai mis les 4 boss sur le dessus. Classés par ordre de difficulté. Voilà. Le roi Beltrame. Et puis ensuite, évidemment, tous les héros. Alors c'est pareil, vous voyez, chaque fiche de héros, il y a un sacré paquet de choses à enlever. Mais vous voyez, hein, donc on va pouvoir y venir et glisser nos petits jetons d'amélioration qui se trouvent ici à gauche. Et puis l'expérience ici, donc, au centre là du personnage. Voilà. Ouais, c'est top. Ça fait une magnifique boîte, bien rangée. D'ailleurs, je vous montre. Alors, on a... Donc là, après, derrière, en dessous, on a que les fiches de héros. Hein. Il y en a 13, hein. Ça prend quand même pas mal de place. Donc, les boss. Je vais ranger, vous allez voir, ça se remet tout aussi bien. Ici, donc... Alors, j'ai pas fait le test encore avec la boîte à la verticale, mais vu comment tout s'emboîte nickel, et en fait, on est vraiment sur la surface, là, sur la hauteur de la boîte à la fin, je pense que c'est nickel. Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Et puis, celle-là, ici. Voilà. Le petit sac avec les cristaux. Tac. Les règles du jeu. Et
on referme cet unboxing. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie à nouveau chaleureusement Alexandre et David Rousseau, les auteurs, concepteurs, éditeurs de ce magnifique jeu. Je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à vous le présenter également en partie. Voici un jeu d'exception. J'en ai pas tous les jours des comme ça sur ma table. J'ai le sentiment véritablement d'être privilégié aujourd'hui. J'étais heureux de pouvoir partager cette découverte, notamment déjà du matériel et puis quelques concepts. Vous voyez, j'étais un petit peu déjà au courant de comment fonctionne le jeu. De son univers. Donc voilà, ça a permis de faire une présentation assez complète, on va dire, un avant-goût, hein, une mise en bouche avant nos parties au mois de septembre, hein, puisque au mois d'août on va prendre quelques vacances, on n'aura pas le temps d'assimiler le jeu, enfin de le prendre en main de notre côté et d'en tourner des parties. Donc on va faire ça tranquillement en septembre. Voilà, l'ordre de Veyel, superbe. Merci à vous toutes et tous. À très bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de vos jeux de société. Et puis, amusez-vous bien. Salut!